des injustices à partir d'une logique, celle du territoire sur lesquels les personnes évoluent. Donc on va s'attacher à une réflexion à partir des territoires. Donc on va y trouver des actions autour des zones franches, des ZUP. On va aussi mettre dans ce type d'action le pourcentage de personnes handicapées en France, 6% dans les entreprises de plus de 20%. On redonne simplement la possibilité de travailler. Et comme dans l'égalité des chances, on va s'attacher en fait à valoriser les talents. Et c'est simplement ce rattrapage-là. On passe, de mon point de vue, à la discrimination positive, quand on va être dans une logique non pas de territoire, mais dans une logique d'identification de groupes qui s'estiment discriminés et qui vont nous appeler, dirigeants d'entreprise, à identifier pour eux un certain nombre de droits et de devoirs à partir de leurs appartenances. On pourrait dire de leur trajectoire identitaire. Donc dans cette catégorie-là, on doit intégrer à nos réflexions la question des quotas. Les partisans de la discrimination positive vont, et j'entends ce type de préoccupation, vont nous dire le quota est nécessaire, il peut être temporaire, parce qu'il va en fait faire naître une élite qui permettra aux personnes qui sont discriminées d'avoir un ailleurs, d'avoir une possibilité d'évolution, d'identification. Dans cette logique, vous allez donc identifier des groupes discriminés. La CNIL, notre tradition, nos pratiques d'entreprise vont à l'encontre de ces pratiques-là. Mais voyez, j'avais à cœur ce soir avec vous de distinguer le niveau de la discrimination positive de celui de l'action positive. Culturelle, mais pas seulement. Identitaire également. Alors identitaire, pour commencer à traiter de cette question, j'ai repris ici une du Monde. C'était le moment où vous vous souvenez où on ne connaissait pas Barack Obama et Hillary Clinton était la candidate qui, a priori, pouvait emporter le morceau. Si les femmes votent pour Hillary Clinton, les Noirs pour Barack Obama, pour qui voteront les femmes noires et les hommes blancs? Alors ça, c'est pour moi quelque chose d'important aussi quand on traite de gestion de la diversité. Si je veux agir et agir sincèrement, si je veux le faire, il faut prendre plus d'un critère. Un seul critère ne suffira pas. Et donc l'approche, c'est une approche multidimensionnelle du traitement de la personne qui est en face de nous et qui est différente. Et ça, c'est, je crois, quelque chose d'absolument fondamental. Pour nous en donner une illustration, je vous propose cette phrase que je trouve très instructive d'Albert Einstein. Si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis allemand, les Suisses que je suis citoyen suisse, et les Français que je suis devenu un homme de science, un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, les Français diront que je suis suisse, les Suisses que je suis allemand, et les Allemands que je suis juif. La gestion de la diversité, c'est cette compréhension peut-être plus ambitieuse du fait que pèse sur nous le regard des autres, mais que nous avons, pour une part, toujours partielle, toujours inconsciente, une possibilité en fait de dire qui nous sommes. Identité pour autrui, identité pour soi. J'insiste beaucoup sur cette dimension. Au moment où on veut faire sortir de la minorité quelqu'un, non seulement il ne vous le demande pas, mais en plus il aurait aimé, lui, être plus longtemps dans ce qu'il se fait comme idée de la majorité. Pour, en fin de journée, sourire encore, au paradis européen, les Français sont cuisiniers, les Italiens sont les amants, les Anglais font la police, les Allemands travaillent et le tout est organisé par les Suisses. Ça, c'est une gestion de la diversité particulièrement calée sur nos croyances. Alors, le paradis, oui, mais l'enfer, ce serait le moment où les Anglais sont les cuisiniers, les Suisses sont les amants, les Allemands font la police, les Français travaillent et le tout est organisé par les Italiens. Alors cette dimension, elle renvoie pour moi à ce que j'appelle la chaîne de discrimination. La chaîne de discrimination, c'est pour chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, d'abord un effet de nature. La gestion de la diversité, c'est certes un engagement, mais c'est un travail à rebours, contre soi. Quels sont ceux qui, en haut à droite, vous voyez deux visages? Quels sont ceux qui voient un homme et une femme? Je lève la main. Quels sont ceux qui voient deux hommes? Ah. Quels sont ceux qui voient deux femmes? Cet amphithéâtre, cette réunion de ce soir est un fait de diversité. Dans nos perceptions, nous sommes là livrés à découper en deux genres et donc trois populations. Si vous regardez bien ces deux visages, en fait, on a juste changé l'ombre. C'est tout ce qu'on a changé.
Et donc c'est un effet rétinien qui fait en sorte qu'on a juste changé l'ombre. Alors vous avez compris, pour moi, c'est la façon dont à un moment donné, on change notre manière de regarder l'autre, différent, étranger, peu habituel, qui fait qu'on nous amène à sortir des étiquettes. Alors c'est très spectaculaire, hein. J'ai eu plaisir à le partager avec vous ce soir parce qu'on a juste changé en fait l'ombre. C'est le même visage qui nous paraît d'un côté homme et de l'autre côté femme. Cette chaîne de discrimination, elle opère tous les jours dans nos équipes. En permanence, on met des étiquettes sur les individus. On met des étiquettes et surtout on attribue à ces étiquettes qu'on place des qualités culturelles supposées. Quand j'ai commencé ma carrière dans une grande entreprise pétrolière à quelques mètres d'ici, il y avait un DRH gabonais qui m'a dit « Vous avez regardé, Philippe, nos équipes ?» Oui, oui, tout à fait. Regardez la présence des Gabonais, regardez la présence des Français. Eh bien, cet homme qui était DRH gabonais m'a dit « Vous connaissez la notion de présomption d'incompétence ?» J'ai regardé cet homme et j'ai voulu en savoir plus. Il m'a dit « Oui, regardez. » C'était la démonstration de la chaîne de discrimination. En fonction de la couleur de peau, sans même que la personne ait ouvert la bouche, on va déjà en fait considérer son niveau de développement technologique. Ça, c'est un élément central. C'est la présomption d'incompétence ou de compétence. Alors, ce qui est encore plus sournois, bien souvent, en gestion de diversité, c'est qu'en fait, les personnes, il n'y a pas d'idiot culturel, disait Garfinkel, les personnes savent bien que vous les regardez, que vous les saisissez. L'enfer, c'est les autres, oui. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de réagir, les personnes. Et donc, elles vont anticiper sur l'idée que vous vous faites d'elles-mêmes. Et donc, elles vont anticiper un comportement qui correspond à l'idée que vous êtes supposé vous faire d'elle-même. Et à ce moment-là, le jeu est biaisé. Pourquoi? Parce que vous allez le plus souvent, sans même le vouloir, j'insiste sur cette dimension, éveiller chez l'autre la peur en fait, de confirmer ou de donner le change. Et à ce moment-là, il va s'opérer quelque chose qui est de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice, mais qui est véritablement négative. On va trouver en fait des personnes pour qui on va augmenter la pression évaluative et elles vont devenir victimes de leurs stigmates. Ça me rappelle un collaborateur qui était d'origine maghrébine, mais qui était né en France, et donc citoyen français, à qui on demandait en permanence de nous donner des éléments d'éclaircissement sur la guerre civile à l'époque en Algérie. Il n'en avait aucun élément. Simplement, c'est son phénotype, sa manière d'apparaître, et on connaît tous ces phénomènes. Alors, au total, chacun d'entre nous, nous devons lutter contre ce phénomène insidieux, en quelque sorte, triple. Le plafond de verre. Vous connaissez la notion ? Le plafond de verre, c'est, d'une certaine manière, cette chose au-dessus de moi qui fait que je ne vais pas me donner le droit de m'élever de ma condition, parce que dès le plus jeune âge, on m'aura dit « ce n'est pas un métier pour toi, ma fille ». Ou tout simplement, en fait, vous n'aurez pas au-dessus quelqu'un qui vous permettra d'échanger un réseau social, des tours de main, un carnet d'adresses. Deuxième dimension, les parois de verre. Vous ne vous donnez pas la chance, à un moment donné de votre carrière, de changer de secteur, de changer de département. Vous vous dites « c'est plus pour moi ». Regardez le sentiment de fin de vie professionnelle qu'il y a dans nos équipes. Le sentiment de fin de vie professionnelle. Je suis très préoccupé par cette dimension. De plus en plus tôt. D'une certaine manière, en fait, de plus en plus tôt, on est victime de l'idée que nous ne pouvons pas aller plus loin ou nous ne pouvons pas changer de vie. Et pourtant, le désir de changer de vie est de plus en plus important, d'où l'écart, le dilemme. Troisième notion, je la trouve intéressante. On parle parfois de porte pivotante, mais je préfère celle de l'effet tourniquet. Une personne différente, allez, cette fois-ci, on fait un exemple. Une personne différente, on va la chercher dans une minorité, avec toutes les guillemets du monde. Et on va se dire, je vais tout faire pour qu'elle puisse réussir. Vous la faites rentrer dans votre organisation, vous la recrutez, donc vous faites des efforts financiers de sourcing, et puis vous investissez. Et puis comme dans les portes d'un grand hôtel, elle tourne, elle arrive dans le hall, et le problème c'est qu'elle repart. C'est-à-dire que nous avons voulu dégager une élite, mais l'effet du tourniquet, c'est que c'est le milieu d'accueil qui ne veut pas changer. C'est le milieu d'accueil qui ne veut pas véritablement transformer ses pratiques et ses représentations. Et ça, c'est, en tant que patron, c'est souvent nos difficultés. Nous-mêmes, nous voulons intégrer un élément nouveau, différent, étranger. C'est le milieu d'accueil qui résiste. Au total, je vous ai dit que je distinguais la lutte contre les discriminations, la peur du gendarme, mais surtout le respect des lois. La gestion de la diversité, on a une première conception qui est pernicieuse. C'est une photographie. Et j'en ai cerné à grands traits les limites. Plus ambitieuse, pour moi, la rencontre des différences au travail, la possibilité de rencontrer l'autre en sa différence,
c'est se dire en fait l'autre va m'apporter, mais il va profondément changer mes manières actuelles de faire. Alors c'est ce petit travail-là qui est toujours un peu délicat dans nos équipes et bien souvent pour nous-mêmes. Et donc je vous propose ce schéma que j'ai appelé le fil d'or de l'égalité des chances dans nos équipes. Au début, et on est souvent entouré, on va le dire comme ça, on est souvent entouré de personnes qui considèrent elles savent tout sur tout dans leur champ professionnel. Mon opinion est la seule valable, donc je sais tout. Et donc là, pour moi, c'est le premier stade. Alors évidemment, c'est l'obscurantisme et c'est l'aveuglement. Le deuxième stade, c'est celui qu'avec les politiques de gestion de diversité, de sensibilisation, de mise en situation, je pense au théâtre à la carte, on va s'apercevoir, pour ceux qui sont les moins éclairés, qu'il y a peut-être chez quelqu'un de différent une autre façon de faire. Ah, sauf que ça me tétanise. Pour la première fois, je prends le risque, en fait, de me dire qu'il y a une autre perspective dans la façon habituelle qui est la mienne. Alors ça, j'appelle ça le choc culturel, mais il faudrait passer plus de temps ensemble pour déconstruire cette notion. Il n'empêche que c'est un premier pas, être sensibilisé. Pour moi, il y a un troisième stade quand on pense gestion de la diversité. On commence à s'apercevoir que quelqu'un de différent a de bonnes raisons d'agir. Ce n'est pas un fait de nature, ce n'est pas les gènes qui l'ont amené à réfléchir comme ça. C'est parce que dans son système culturel, Fernand dérive de Fernanda. Dans son système culturel, les habitudes, l'histoire ont fait qu'il y avait une possibilité qui fait que chacun d'entre nous sommes amenés en fait à être un tout petit peu quand même le produit de notre histoire. Eh bien, la gestion de la diversité commence à être parfaitement intéressante, dynamique, stimulante, quand on commence dans nos équipes à nous dire, bah tiens, pour intégrer cette personne qui est non-voyante, pour intégrer cette personne qui n'est pour la première fois issue d'une école qu'on ne connaît pas, il y a peut-être dans sa manière d'organiser son travail une façon culturelle qui l'amène à opérer comme ça. Quatrième stade, c'est le moment où on se dit, non seulement il y a des raisons d'agir chez les autres, mais en plus, allez, c'est tout à fait acceptable d'être différent. Alors ça, c'est le stade de la tolérance. Pour moi, la reconnaissance au travail, ce n'est pas la tolérance. La gestion de la diversité, si elle est menée à terme, ce n'est pas de tolérer, c'est faire plus. C'est faire plus que tolérer. Faire plus, c'est apprécier sincèrement en fait une façon différente de faire, de voir, et qui améliore notre travail. Puis le stade ultime, ce serait de valoriser les différences et en faire, comme vous l'avez dit, un moteur clé d'avantage concurrentiel. Alors j'insiste sur un point. Je pense que quand on rencontre quelqu'un de différent, ça frotte, ça grince, et au départ, c'est particulièrement difficile. Alors ça, on le dit peu. Mais je pense que le management interculturel, vous l'avez compris, hein, c'est pour moi le stade le plus haut. Le management interculturel, le verbe fort pour moi, c'est le verbe intégrer. Et le verbe fort du verbe intégrer, ça veut dire aussi pour chacun d'entre nous faire l'expérience du questionnement, de l'agacement, du tiraillement. Je voudrais partager en conclusion, en quelque sorte, trois notions. Première notion, pour chacun d'entre nous, une approche que je vais qualifier de monoculturelle. On connaît notre métier, on le fait depuis des années, nos équipes travaillent avec nous comme ça depuis des années. Le verbe fort, c'est il y a chez nous un modèle. Et dans un modèle monoculturel, le verbe fort, c'est assimiler. Un peu comme dans une société, on va transformer la personne qui est étrangère ou différente selon notre modèle que l'on sait le meilleur et qui va faire qu'on va distinguer le haut et le bas. Et dans le meilleur des cas, les gens qui sont en bas vont pouvoir accéder au haut par le principe de la méritocratie. Les choses se compliquent quand l'ascenseur social tombe en panne, et pour ceux du bas, et pour les enfants de ceux du haut. Là, vous êtes dans une approche monoculturelle. On va avoir une dérive même colonialiste, puisqu'on est absolument convaincu que pour de bonnes raisons, notre modèle est le bon. Mais on le fait pour porter la fée électricité loin de ces terres. On le fait parce qu'on croit dans le progrès et l'éducation avec un grand P et un grand E. Approche monoculturelle. Multiculturelle, et je le vois dans beaucoup de stratégies d'entreprise et de situations de travail. Multiculturelle, on vit côte à côte. En face, là-bas, dans le couloir, oui, il y a des équipes. Ben, elles ne sont pas là pour longtemps, on ne sait pas bien qui elles sont. Et puis, on tolère qu'on puisse vivre en fait à côté.
Une ville multiculturelle, c'est une ville qui considérerait qu'il est tout à fait normal d'avoir des quartiers, le plus souvent en fait sur une base ethno-raciale, assez refermés sur eux-mêmes, avec un seul élément pour partager, en fait, c'est le commerce. Mais à chacun le respect de ses traditions, notamment religieuses. Multiculturel, le verbe fort pour moi, c'est le mot insérer. Un peu comme un mécanisme qui rentrerait dans un système, et une fois qu'il y est rentré, il ne s'est pas transformé. On le reprend et on peut le mettre dans un autre mécanisme, un peu comme une horlogerie suisse. Multiculturel, inséré. Ce n'est pas ma conception, je crois, de la gestion de la diversité quand elle est poussée jusqu'au bout. La conception que je veux mettre en avant, c'est une perspective du management interculturel. C'est par exemple faire le pari en fait, que chacun d'entre nous, dans nos équipes, nous sommes intelligents et nous avons voix au chapitre sur la façon d'organiser une partie du travail. Et puis surtout, on intègre. Ça veut dire qu'en fait, on va mettre ensemble le sourcing, aller chercher des gens différents, le recrutement, veiller à lutter contre les discriminations. On peut penser à la problématique là du CV anonyme ou du CV vidéo. Est-ce que je cache des éléments supposés de stigmatisation ou au contraire? Est-ce que je suis face caméra dans l'affirmation de ce que je peux être comme différent? Et puis ensuite, la formation et après le développement. Et ça, c'est un continuum, un peu comme ce fil d'or de l'égalité des chances. Et je pense que, et vous l'illustrez très bien au sein de cette entreprise, le management interculturel, c'est le pari sur la reconnaissance de nos différences, mais la reconnaissance que ce n'est pas quelque chose de naturel, de mécanique, que ça nous oblige en fait à un engagement aussi de tous les jours et du soutien. Donc je voudrais insister sur cette perspective avec vous. Pour moi, le management interculturel, c'est de pouvoir, on peut être, non pas imposer l'autre à l'autre la raison, mais s'ouvrir à la raison des autres.